bienvenue. Je suis Mathilde Demallet-Roquefort, responsable épargne et patrimoine au CIC Sud-Ouest. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce premier webinaire 2025 dans le cadre du Club des experts en partenariat avec le Barreau de Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Louis-Joseph de Coincy, avocat associé chez Alloy Avocats et spécialiste en droit fiscal. Ce webinaire sera consacré à la loi des finances 2025 afin de vous apporter un éclairage à vos principales préoccupations. Nous reviendrons sur le contexte général et les dates clés de cette loi des finances 2025 pour évoquer dans le détail les principales mesures qui ont été adoptées. Et nous finirons en abordant les sujets qui restent toujours en suspens. Ce webinaire durera 45 minutes, dont 30 minutes d'exposé, puis 15 minutes d'échange et de réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau au cours de ce webinaire. Bonjour Louis-Joseph. Bonjour madame, merci beaucoup. Je vais commencer du coup sans plus attendre la présentation de la loi de finances. Je vais faire défiler effectivement les slides sous vos yeux. Je vais commencer par un rappel de contexte qui est quel est le contexte au niveau de la fiscalité patrimoniale issue des réformes fiscales du président Macron. Il y avait trois postes principaux. Le premier qui est la réforme de l'impôt sur la fortune. On supprime l'ISF et on cantonne l'impôt sur la fortune uniquement sur les actifs immobiliers. Réforme réalisée. Deuxième réforme, prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax. Simplification de la fiscalité applicable sur les revenus du patrimoine et assimilés, une enveloppe globale de fiscalité de 30%, et la troisième réforme, suppression progressive de la taxe d'habitation. Depuis les années 2018 jusqu'à récemment, nous avons eu un florilège de rapports, que ce soit des rapports d'organismes parapublics ou des rapports d'organismes indépendants, sur l'évolution des recommandations quant à l'adaptation de la fiscalité par rapport au contexte économique actuel. Je vous cite là quelques extraits du rapport de la DGFiP, qui est un extrait extrêmement récent, du 8 janvier 2025, qui dresse un état des lieux de certains éléments, notamment quant à la composition du patrimoine immobilier des foyers. Alors ce sont des chiffres un peu anciens, qui sont des chiffres de 2022, mais on constate qu'entre 2017 et 2022, le patrimoine immobilier moyen des Français a progressé de 18%. Donnée intéressante. Autre donnée également intéressante, en 2017, qui est la dernière année de déclaration à l'ISF, le patrimoine moyen total des foyers les plus aisés s'élevait à 10,2 millions d'euros. Il a presque doublé depuis 2003 et, chose intéressante, donc composé à 21% de patrimoine immobilier et 79% de patrimoine mobilier. Ce sont ces 79% de patrimoine mobilier qui ne figurent plus aujourd'hui dans l'actif de l'imposition sur la fortune. Autre actualité brûlante, proposition de loi présentant diverses mesures d'ordre fiscal, 4 février 2025, donc proposition de loi extrêmement récente, qui vise à renforcer certains dispositifs fiscaux, à alourdir la fiscalité. Donc je vous ai listé quelques exemples. Renforcement de la progressivité de l'impôt sur le revenu. On parle d'une tranche pouvant aller jusqu'à 70%, tranche marginale d'impôt sur les revenus. Un barème de l'impôt sur les sociétés rendu plus progressif, avec un barème à 4 tranches de 15 à 33%. Et, chose également importante, proposition d'instaurer une contribution exceptionnelle sur le capital, contribution qui pourrait aller d'un barème à 0,5% pour les patrimoines entre 5 et 100 millions d'euros, à 1% jusqu'à 2% au-delà d'1 milliard d'euros. Donc ça ressemble furieusement à un retour à l'ISF. Reste à voir ce qui ressortira de ces discussions. Alourdissement également des droits de succession et proposition également d'alourdissement du pacte du trade. Voilà pour vous brosser un petit peu le contexte de ce qui a pu se discuter concomitamment à la loi de finances. Rentrons maintenant plus dans le dur au niveau de la loi de finances pour 2025. Le contexte, bon, vous l'avez tous suivi, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la temporalité. Nous avons eu un projet de loi de finances en fin d'année 2024 qui n'a pas pu aboutir compte tenu des éléments politiques qu'on a connus. Du coup, la question qu'on s'est tous posée, c'était de savoir, nous avons clôturé l'année 2024 sans loi de finances, que se passe-t-il? Et est-ce que les dispositions de la loi de finances actuellement, qui vient d'être adoptée,
et très peu censurée par le Conseil constitutionnel, est-ce que ces dispositions peuvent s'appliquer rétroactivement pour les revenus issus de l'année 2024 ? Alors, on a vu un florilège de commentaires sur Internet, petite rétroactivité, grande rétroactivité. Il faut partir du principe que pour l'impôt sur le revenu, le fait générateur est le 31 décembre de l'année. Revenu 2024, le fait générateur de mes revenus, c'est 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2024, aucune loi de finances n'avait été adoptée. Les dispositions de la loi de finances pour 2025, donc adoptées, on attend une promulgation, mais la censure du Conseil constitutionnel vient d'être prononcée pour des mesures de cavalier budgétaire, donc des mesures annexes. Donc le texte ne prévoit aucune rétroactivité des mesures votées en février 2025 sur les revenus perçus en 2024, à l'exception d'une seule, qui est une mesure favorable aux contribuables, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, on va en parler tout de suite après. Donc une mesure, hormis cette mesure-là, les dispositions de la loi de finances pour 2025 s'appliquent au mieux à partir du 1er janvier 2025, au pire à compter de la promulgation de la loi. Alors, conséquences pour les décisions, les arbitrages que vous avez pu prendre au cours de l'année 2024, elles sont assez simples. Jusqu'à la fin de l'année, nous on l'a vu pas mal au niveau de nos clients, quels sont les arbitrages que je dois faire? Est-ce que je dois faire une distribution de dividendes? Est-ce que je dois céder les titres de ma société? La réponse aujourd'hui est claire. Vous avez constaté une plus-value et réalisé une distribution de dividendes au cours de l'année 2024. Vous serez fiscalisé à l'impôt sur le revenu, soit au barème progressif avec un abattement pour les plus-values sous certaines conditions, soit à la flat tax au taux global de 30%, plus potentiellement également une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Attention toutefois, la loi de finances pour 2025 est adoptée, ce n'est pas pour autant qu'il ne demeure pas impossible que au cours de l'année, à tout le mois en tout cas à la fin de l'année, dans le cadre des discussions pour la loi de finances pour 2026, il y ait des dispositions fiscales qui pourraient avoir une incidence en fonction des modalités de perception des revenus de l'année 2025. C'est quand même un point important à garder en tête. Nous allons aujourd'hui nous concentrer principalement sur des mesures fiscales concernant les particuliers. Alors on n'a pas pu toutes les couvrir dans le délai imparti, sachant qu'il y a des mesures qui sont d'importance diverse. On a essayé de sélectionner un florilège de mesures qui pourraient concerner le plus d'entre vous. On va les passer en revue. Donc la première mesure, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui est la revalorisation du barème de l'impôt à 1,8% à hauteur de l'inflation. Dans la première mouture du projet de loi de finances, donc de la fin de l'année 2000 dernière, on avait une revalorisation de 2%. Donc ils ont réduit un petit peu cette revalorisation. Également, comme chaque année dans toutes les lois de finances, on a une revalorisation de certains plafonds, notamment je vous l'ai mis, la plafond du quotient familial à 1 791 €, mais on a également réévalué un petit peu tout ce qui est déduction des pensions alimentaires. Donc je ne rentrerai pas en détail dans toutes ces mesures. Donc cette mesure de revalorisation du barème applicable aux revenus perçus au cours de l'année 2024 à déclarer au cours du mois de mai-juin 2025. Autre mesure qui vise à modifier l'article 199 sex decies du CGI, qui élargit le périmètre des informations à déclarer dans le cadre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, qui est un crédit d'impôt qui est extrêmement utilisé par les contribuables français. Cette mesure vise à contrôler de façon beaucoup plus affinée les dépenses générées par les contribuables et faire en sorte que l'administration fiscale puisse mettre son nez dans ces dépenses de façon plus simple. Autres dispositions qui sont assez utilisées, le dispositif qu'on appelle le dispositif Coluche, qui modifie l'article 200 du Code général des impôts et qui institue du coup définitivement le plafond de 1 000 € pour la réduction d'impôt. Autre mesure importante également, qui est une mesure qui vise à rendre éligible à un avantage fiscal qui offre un taux de réduction d'impôt de 75%, les dons destinés à la restauration du patrimoine religieux, mais qui vise maintenant à couvrir l'ensemble des fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient une mission de conservation du patrimoine. Donc là, on voit l'objectif qui est de concentrer le dispositif sur un dispositif beaucoup plus large en termes de réceptacles. Donc ça, c'était des mesures, on va dire des mesurettes entre guillemets de la loi de finances. La loi de finances contient quelques mesures phares
qui vise justement à apporter une contribution plus importante de certains contribuables qui rentrent dans une certaine catégorie de revenus, participation à un effort qui est censé être un effort temporaire dans les prochaines années. Au titre de ces mesures, il me semble important de vous parler de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Alors qu'est-ce que la contribution différentielle sur les hauts revenus? Il ne faut pas la confondre avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui existe déjà depuis quelques années. Cette contribution s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence est un revenu fiscal qu'on trouve en bas à droite de son avis d'impôt sur le revenu. Le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple. Dès lors que le taux moyen d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, donc hors prélèvements sociaux bien évidemment, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de certains prélèvements libératoires est inférieur à 20% du revenu fiscal de référence, cette contribution différentielle s'applique pour atteindre ce niveau d'imposition minimum. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à un taux d'impôt de 20% minimum pour ce genre de contribuable pour préserver une certaine équité fiscale. Alors, il y a des retraitements à réaliser au niveau de l'impôt sur le revenu. Il est majoré de certains avantages, notamment de réduction d'impôt, et également de 1 500 euros par personne à charge et de 12 500 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. Et il y a un mécanisme de décote pour des contribuables qui sont vraiment au seuil, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors, je vous ai mis un tableau de ce qu'il faut entendre par revenu fiscal de référence. Alors, c'est volontairement... je vais directement à l'essentiel parce que c'est quand même assez technique et nous sommes bien évidemment en attente des commentaires de l'administration fiscale sur le sujet. Revenu fiscal de référence, ça inclut le revenu fiscal traditionnel au sens de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, mais également cotisations versées sur un PER et également des plus-values, notamment sur les cessions de titres de société, qui sont majorées des abattements que j'aurais pu pratiquer pour durée de détention, 85 ou 65% par exemple. Et j'ai également, je vous l'ai mis là en rouge pour bien attirer votre attention, je peux avoir des retraitements à appliquer en cas de perception d'un revenu exceptionnel. Dans ce cas-là, le montant du revenu exceptionnel est retenu pour un quart du montant dans le calcul du revenu fiscal de référence. Et on verra un peu après que ce retraitement également est appliqué dans le cadre de l'imposition à comparer pour arriver au taux minimum de 20%. Le revenu fiscal de référence, donc je vous parlais à un instant de l'ajustement pour les plus-values. Il y a également quelques ajustements pour le diminuer de produits et de revenus exonérés par application d'une convention fiscale. Également d'autres produits très spécifiques. Je vous remets un petit focus également sur les revenus exceptionnels. Par la même occasion, donc, les impôts sont ajustés également donc, de certains montants, notamment réduction et crédit d'impôt. Et ce que je vous disais également il y a quelques instants, le montant de l'impôt sur le revenu qui se rapporte au revenu exceptionnel est retenu pour le quart de son montant. Ça évite, là il y a eu un petit correctif dans la loi qui n'était pas dans la première mouture de la loi à la fin de l'année 2024, où on avait un régime de quotient sur la partie revenu. En revanche, on ne nous disait pas de diviser le montant d'impôt par 4, ce qui pouvait donner un effet d'aubaine dans certaines situations. Comment les redevables devront s'acquitter de la nouvelle taxe? C'est là où on rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Alors le texte prévoit en l'état actuel du dispositif que le contribuable devra spontanément verser un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre 2025. Comment ça va se passer? Il va falloir que vous anticipiez peu ou prou le montant de votre imposition sur les revenus de l'année 2025 et que vous moduliez donc, cet acompte et que vous versiez 95% du montant de l'acompte. Et faites attention parce que si vous le faites mal ou qu'il y a vous n'êtes pas certain du montant précis, une pénalité pourra s'appliquer en cas de défaut ou de retard de paiement. La mesure est censée s'appliquer uniquement sur les revenus de l'année 2025, ce qui a prêté également à beaucoup de discussions dans le cadre de la négociation devant le Parlement. Pourquoi? Parce que certains députés y ont vu un effet d'aubaine. Si effectivement la mesure ne devait s'appliquer qu'au titre des revenus de l'année 2025, si j'ai la possibilité de moduler mes distributions de revenus sur l'année 2025,
bien, je ferai ma distribution par exemple de dividendes en 2026 et normalement je ne devrais pas rentrer dans le champ de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Pas d'emballement non plus, ce n'est pas parce que la contribution différentielle est adoptée telle qu'elle aujourd'hui qu'il n'y aura pas des ajustements dans les mois qui viennent. Donc spéculer sur une application uniquement au titre des revenus de l'année 2025 pourrait paraître un petit peu ambitieux. Je n'ai pas d'informations privilégiées non plus sur l'évolution prévisible de la mesure. Petit tableau récapitulatif, objectif de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, imposer les hauts revenus au-delà de certains seuils. J'ai un mécanisme de lissage sur cette contribution spécifique qui existe déjà depuis quelques années. Contribution différentielle sur les hauts revenus, garantir un taux d'imposition minimum de 20% du revenu fiscal de référence. Aujourd'hui, je perçois quasi exclusivement des dividendes. Je suis dans le champ de cette contribution différentielle. J'aurai la joie de payer au minimum 20% d'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc j'aurai un prélèvement global d'environ 37,2% d'impôt, de façon très schématique. Autre mesure importante dans la loi de finances pour 2025, ce sont les mesures qui visent l'imposition sur les plus-values concernant les loueurs en meublé non professionnels. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'a paru pertinent de vous rappeler un petit peu les nouveautés qui s'appliquent en la matière s'agissant du loueur en meublé non professionnel, issues de la fameuse loi Le Meur qui a connu beaucoup de discussions ces derniers mois. Donc ça s'applique uniquement au régime micro d'imposition, c'est-à-dire que quand je suis loueur en meublé, que ce soit d'ailleurs pro ou non professionnel au régime réel, je ne suis pas concerné par ce dispositif qui ne s'applique qu'à un régime micro. Régime micro, c'est un régime forfaitaire. Je pars d'un chiffre d'affaires et j'applique un abattement pour être imposé sur le revenu net d'abattement. Depuis la loi de finances pour 2024, j'ai eu un toilettage des dispositifs en fonction de la nature des modalités de location. Le meublé de tourisme non classé donc, a été fortement toiletté. Antérieurement, j'avais un chiffre d'affaires maximal de 77 700 € et un abattement de 50%. Mon meublé de tourisme aujourd'hui est imposé avec un abattement de 30%, un abattement jusqu'à 15 000 € de recettes. La loi Le Meur est venue modifier également certains dispositifs, le meublé de tourisme classé. Je vous l'ai mis en exergue. Aujourd'hui, le meublé de tourisme classé, je suis dans le régime micro jusqu'à 77 700 € de recettes, avec un abattement de 50%. Donc là, je vous ai mis dans un tableau les différentes typologies qu'on peut rencontrer en pratique dans le cadre d'une exploitation d'un bien immobilier meublé, que ce soit entre meublé de tourisme, chambre d'hôte, para-hôtellerie. On remarque que la location meublée longue durée, qui est dans la colonne tout à droite, n'a pas bougé, c'est-à-dire la location classique à l'année au titre de l'habitation principale du locataire. Quelle est la nouveauté issue de la loi de finances pour 2025 ? Je suis loueur en meublé non professionnel. Je cède un bien immobilier que je détiens. Aujourd'hui, je bénéficie, et d'ailleurs je bénéficie toujours, du régime d'imposition des plus-values des particuliers, comme si je louais mon bien en location nue. J'ai un abattement pour durée de détention avec une exonération totale d'impôt au bout de 22 ans et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Il existait un dispositif spécifique pour le loueur en meublé non professionnel, parce qu'un loueur en meublé professionnel bénéficiait déjà d'une reprise des amortissements. Le loueur en meublé non professionnel peut, pendant toute la durée d'exploitation du bien, déduire les amortissements issus de la comptabilisation de ces amortissements dans le temps. Et ces amortissements n'étaient pas à retraiter dans le calcul de l'impôt sur la plus-value. Donc je pouvais avoir un double avantage fiscal à l'exploitation du bien, pendant la durée d'exploitation, mais également pendant la durée, au moment de la cession du bien. L'article 24 du projet de loi de finances vient corriger cette anomalie, qui est une anomalie comptable et fiscale, en disant concrètement, le prix d'acquisition du bien sera bien minoré du montant des amortissements admis en déduction, alors en application de l'article 39C, c'est-à-dire, pour le régime des loueurs en meublé non professionnels, j'ai un régime de plafonnement des amortissements. Donc, bien évidemment, je ne viendrai minorer mon prix d'acquisition que du montant des amortissements que j'aurai effectivement déduit de mon revenu. Voilà le principal dispositif. Alors, je vous ai mis un petit exemple qui est assez illustratif.
En l'état actuel des textes, pas de retraitement des amortissements. Là, dans mon exemple, j'ai déduit 20 000 euros d'amortissement. Avec l'application du projet de loi de finances pour 2025, j'ai une plus-value imposable qui est majorée du coup mathématiquement du montant des amortissements. Du coup, je paierai plus d'impôts sur le revenu et plus de prélèvements sociaux. Attention toutefois, ce dispositif ne vise pas l'ensemble des biens. L'article prévoit une dérogation qui est spécifique pour certains types de logements qui répondent à des besoins sociaux particuliers. Alors, on cite les résidences de services seniors, les résidences étudiantes, ainsi que certains établissements pour personnes âgées ou handicapées. À partir de quand cette mesure s'applique-t-elle? Cette mesure s'applique aux sessions réalisées à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Donc toutes les sessions qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à ce jour ne sont pas concernées. Le texte soulève une foultitude de questions qui, bien évidemment, nécessiteront d'être clarifiées dans le cadre de commentaires de l'administration fiscale. Alors, on a vu fleurir beaucoup de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, sur le LMNP définitivement mort. Je pense qu'il faut le nuancer. Le dispositif vient corriger une anomalie des textes. Et là, je vous ai mis quelques idées, quelques réflexions à mener dans le cadre de la détention de biens, mais je détiens un bien immobilier depuis plus de 30 ans, mais bien évidemment, comme je suis toujours en régime de plus-value des particuliers, je n'ai pas d'imposition sur ma plus-value, quand bien même je retraiterai mon prix d'acquisition. Je peux également, par exemple, faire une donation à mes enfants en précession. La donation purge la plus-value latente. Je peux également cesser mon activité de loueur en meublé non professionnel. Ma cessation d'activité n'entraîne pas un fait générateur d'imposition. Donc vraiment, c'est quelque chose à anticiper et à réfléchir. Il y a des organisations à mettre en place. Il y a bien évidemment des interrogations qui peuvent se poser dans le cadre du dispositif, notamment quand j'ai loué le bien pendant une certaine durée en meublé, après je l'ai loué en nu ou que je l'ai repris pour un usage privatif, comment dois-je calculer mon amortissement? Donc plein de questions que l'administration fiscale va se faire un plaisir de commenter. Autre question, je n'ai pas pu m'empêcher de clôturer cette présentation sur la plus-value immobilière par la position de Madame Lemeur sur le loueur en meublé. Madame Lemeur proposait tout simplement d'aligner le régime de la fiscalité sur la location meublée sur le régime des revenus fonciers. Donc est-ce que le régime de la location meublée va perdurer? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va perdurer en l'état? On a déjà une première piste, à cause du retraitement de mes amortissements dans le cadre du calcul de la plus-value. Autre réforme importante, ce qu'on appelle vulgairement la réforme des management packages. Ça vise essentiellement les dirigeants d'entreprise et les cadres dans des sociétés, alors peu importe les titres de société. On avait eu jusqu'à ces dernières années pas mal de décisions de jurisprudence, et notamment une jurisprudence importante du Conseil d'État en 2021, qui en quelque part visait à requalifier le gain que réalisait un manager, notamment dans des opérations de LBO, en disant le gain que vous avez réalisé n'est pas un gain fiscalisable en tant que plus-value, c'est-à-dire plus-value taxable aujourd'hui à la flat tax de 30%, mais c'est assimilé à un gain salarié. Ce gain salarié devrait être assujetti à l'impôt en tant que salaire, donc barème progressif entre 0 et 45%, mais également potentiellement cotisation sociale par patronale et par salariale. Le texte aujourd'hui propose quelque chose d'assez radical. Il nous dit en substance, par défaut, aujourd'hui, le gain que moi, cadre d'entreprise, salarié, j'ai réalisé au titre de mon contrat de travail, c'est là où on va voir qu'il y a une notion qui est quand même très compliquée à appréhender, est par défaut considéré comme un salaire. C'est un salaire qui est taxé au barème progressif entre 0 et 45%, qui n'est pas assujetti aux cotisations sociales au barème normal, mais j'ai une cotisation salariale au taux de 10%. Ça, c'est le régime qui s'applique par défaut. Et j'ai une exception à ce régime. C'est un régime qui nous dit qu'au-delà d'un certain multiple, le gain multiple qui correspond, alors je vous épargne la formule, un multiple de 3 fois la performance financière de la société, on considère que je réalise un gain normal et ce gain peut être taxé du coup comme un gain de plus-value, à savoir un taux de 30%, 12,8 d'impôt, 17,2 de prélèvements sociaux, et également contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et CDHR
si jamais mon gain excède un certain montant. Tous les titres sont susceptibles d'être concernés par ce nouveau dispositif. Que ce soit des titres issus de dispositifs d'actionnariat salarié assez encadrés par les textes de loi, je vise notamment les BSPCE, actions gratuites ou stock options, comme des titres de société que j'ai pu acquérir ou souscrire par le biais de dispositifs non qualifiants. J'ai des garde-fous bien évidemment qui s'appliquent. J'ai une durée notamment de détention minimale quand je suis dans un dispositif hors actionnariat salarié. Il faut, pour bénéficier de mon régime d'impôt sur les plus-values, que je subisse un risque de perte réelle. Et ça, c'est un point important. J'ai au titre, donc, les titres qui sont visés donc, ne pourraient, à compter de la date donc, de la publication de la loi, je ne pourrai plus inscrire mes titres sur un PEA. Ça, c'est un point important dans le cadre de ce dispositif. Autre point très important, ces dispositions fiscales s'appliquent aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Donc ça ne vise pas les dispositions et les cessions que j'ai pu faire depuis le 1er janvier, notamment 2025, mais à compter de la promulgation de la loi. On attend bien évidemment la publication des commentaires dans le BOFIP pour avoir un petit peu plus de recul. Le gros point, ce que je vous évoquais tout à l'heure, le point principal est qu'est-ce qu'on entend par gain réalisé en contrepartie des fonctions. Ce n'est pas parce que je reçois ou je souscris des bons parce que je suis salarié d'une entreprise que je suis forcément visé par ce dispositif. Quel va être le critère qui me fera pencher plus dans un sens ou dans un autre? L'avenir nous le dira. Concomitamment à ce dispositif de réforme des management packages, j'ai également une grosse réforme du régime des BSPCE. BSPCE, ce sont les bons de souscription de parts des créateurs d'entreprises qui sont traditionnellement attribués dans des petites sociétés, des jeunes sociétés, généralement des start-up. Ce sont des outils relativement faciles à mettre en œuvre et qui bénéficiaient jusqu'à récemment d'une fiscalité assez simple à comprendre. Mon gain de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE était imposé en totalité sous le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières de façon assez simple et assez claire. Aujourd'hui, le dispositif introduit une distinction entre un gain d'exercice qui est égal à la différence entre mon prix de souscription et le prix d'acquisition à la date d'exercice, la valeur des titres, et un gain de cession qui est là pour le coup plus considéré comme une plus-value, qui suit le régime des plus-values avec la limite que j'évoquais tout à l'heure par rapport au management package. Ces mesures s'appliquent, et ça c'est un point très important, aux titres souscrits en exercice des BSPCE depuis le 1er janvier 2025. Ce n'est pas parce qu'on vous a attribué des BSPCE avant le 1er janvier 2025 que vous n'êtes pas considéré comme entrant dans le champ de la mesure. C'est un point important. Autre point important, le texte de loi confirme que on ne peut pas inscrire les titres issus de l'exercice de BSPCE sur un PEA. Il y a eu pas mal de décisions de jurisprudence, une annulation d'une position de l'administration fiscale sous forme de rescrit. Aujourd'hui, la situation est assez claire. Autre mesure importante qui est assez dans l'air du temps parce qu'on constate de plus en plus de départs de résidents fiscaux de France vers l'étranger, l'administration fiscale, pour faciliter le contrôle de ce transfert de résidence, a prévu, le législateur a prévu, sur recommandation de Bercy, de rallonger le délai de prescription, de le passer de 3 ans à 10 ans. L'administration fiscale, du coup, a le temps de contrôler les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale à l'étranger. Mesure importante également qui avait déjà été mise en place par la loi de finances rectificative pour 2020. Le législateur est venu réintroduire une exonération temporaire des dons familiaux de sommes d'argent. En substance, le dispositif est assez simple. Favoriser l'accession à la propriété et encourager la rénovation énergétique des logements. C'est un encadrement familial, donc je ne peux en bénéficier que si je fais un don en ligne directe ou à défaut à mes neveux et nièces. 100 000 euros par donateur et par donataire, et chaque donataire ne peut pas recevoir plus de 300 000 euros. Les fonds doivent être utilisés dans les 6 mois pour l'achat ou la construction d'une résidence principale, ou, si je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, pour des travaux de rénovation énergétique, et je dois conserver le bien pendant 5 ans comme résidence principale ou le louer à titre de résidence principale, bien évidemment, hors location intrafamiliale.
Autre mesure qui a fait également couler beaucoup d'encre, c'est l'abaissement du seuil de la franchise de TVA pour aboutir à un seuil unique de 25 000 euros. Alors, j'en parle de façon très rapide parce que ce changement qui devait s'appliquer dès le 1er mars 2025 ne verra peut-être pas le jour. Notre ministre, Éric Bompard, a lancé une grande concertation afin d'affiner le cas échéant la réforme. Donc, pendant ce temps-là, la mesure est suspendue. Il faut suivre ça de très près. Je vais terminer par quelques slides sur ce qui n'a pas été adopté mais qui pourrait rester dans les tuyaux pour une prochaine loi de finances. C'est ce que je vous disais en introduction. Effectivement, la totalité des mesures qui ont été proposées dans la mouture initiale de 2024 n'a pas été adoptée dans le cadre du projet actuel. Rien ne nous dit que certains dispositifs ne reviendront pas par la petite porte au cours de la négociation, de la discussion de la loi de finances pour 2026 en fin d'année, voire peut-être même d'une loi de finances rectificative en cours d'année. Premier sujet, impôt sur la fortune improductive. Ça rejoint ce que je vous disais en introduction sur une proposition de loi qui a été présentée le 4 février. Est-ce qu'on ne reviendrait pas d'une manière ou d'une autre à une imposition sur la fortune qui viserait également les avoirs financiers, avec peut-être un relèvement du seuil d'imposition à suivre. Restriction du pacte Dutreil, ça c'est un point extrêmement important. Lors de la discussion au courant de l'année 2024 du projet de loi de finances pour 2025, on a eu pas moins de 40 amendements qui ont été proposés sur le texte. 40 amendements, c'est énorme. Alors, amendements visant à renforcer comme à contraindre et à réduire le champ du pacte Dutreil. Ça va bouger dans les mois ou les années qui viennent, c'est une certitude. Dans quelle mesure, je n'en sais rien. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, il y a eu des abus, il y a eu des validations d'éligibilité Dutreil qui ne le méritaient pas. Donc l'administration fiscale contrôle, parfois bien évidemment à juste titre, et il y aura des garde-fous, notamment, donc je vous ai listé quelques mesures, modifier les conditions d'âge des bénéficiaires, réviser le calcul de la plus-value en cas de revente. Je vends aujourd'hui, j'ai reçu des titres sous pacte Dutreil. Est-ce que je dois justement corriger mon prix d'acquisition de l'abattement de 75% ? Aujourd'hui, j'ai une réponse ministérielle qui nous dit que non, mais peut-être qu'un texte de loi peut venir le modifier. Disparition de l'exonération de 75%. Il ne faut pas perdre de vue qu'au début du dispositif Dutreil, il y a moultes années, l'abattement était de 50%. On peut envisager un abattement dégressif en fonction du quantum de ce qui est donné. Et autre dispositif également qu'on a vu au cours du mois d'octobre 2024, conditionner l'exonération de la plus-value au titre de la cession de la résidence principale à une détention d'au moins 5 ans. Ça, c'était une mesure qui a été proposée. Augmentation du PFU. On a cru que ça allait être introduit en fin d'année. Finalement, le taux à 33% n'a pas été introduit. Vous allez me dire en même temps, la contribution différentielle sur les hauts revenus peut conduire à assimiler ça à une hausse du taux du PFU, mais on ne sait pas. Et enfin, le dernier point, et ça pour le coup je pense qu'il faut le surveiller de façon très très vigilante, 150 0 BTR, le dispositif d'apport-cession. Il y a eu une velléité de durcir les conditions de réinvestissement et de faire sortir certains réinvestissements, notamment immobiliers, qui sont aujourd'hui éligibles, marchand de biens, promotion immobilière, du dispositif, donc un durcissement du dispositif de l'article 150 0 BTR. Merci beaucoup Louis-Joseph pour ces éclaircissements. J'ai quelques questions, dont une question sur un sujet que nous n'avons pas abordé, notamment sur le départ à la retraite. Il était sujet de la prorogation de l'abattement pour départ à la retraite. Qu'en est-il ? Tout à fait. Alors effectivement, je n'ai pas couvert ce dispositif dans la présentation. Il existe aujourd'hui un abattement pour départ à la retraite soumis à certaines conditions de 500 000 € sur la plus-value imposable, uniquement sur la partie impôt et non pas sur les prélèvements sociaux. Donc c'est au mieux du mieux sur la partie imposable à l'impôt au taux de 12,8%. Ce dispositif est un vieux dispositif qui a été introduit il y a quelques années et qui à chaque fois a été inscrit dans une certaine temporalité. Et ce dispositif devait expirer le 31 décembre 2024. Faute de loi de finances au 31 décembre 2024,
la question qui se posait, est-ce que ce dispositif est reconduit? La loi de finances pour 2025 nous confirme que ce dispositif est reconduit jusqu'en 2031. Donc effectivement, dans le cadre d'une réflexion patrimoniale, on peut du coup conserver cette alternative de est-ce que je peux bénéficier de l'abattement de 500 000 euros sur ma plus-value. D'accord, je vous remercie. Concernant la contribution différentielle sur les hauts revenus, vous avez évoqué un revenu exceptionnel retenu pour un quart de son montant dans le revenu fiscal de référence. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce sujet de revenu exceptionnel? Alors effectivement, le texte du projet de loi de finances vise à appliquer un système de quotient pour atténuer les effets de seuil en lien avec la perception de revenus exceptionnels et du coup réduire la base imposable au taux d'imposition minimum de 20%. Et ce revenu exceptionnel serait divisé par 4, ainsi que l'impôt afférent à ce revenu exceptionnel pour procéder à ce calcul de la contribution différentielle. Il convient d'attendre la publication des commentaires administratifs sur le sujet. Pourquoi? Parce que pour le moment, on ne sait pas ce qui rentre précisément dans le revenu exceptionnel. Si on raisonne par analogie avec le régime de caution d'imposition sur les plus-values qui existent d'ores et déjà, ça peut s'appliquer sous certaines conditions, par exemple à une plus-value de cession de titre de société. Ça ne s'appliquerait pas à une distribution de dividendes, même si c'est une distribution de dividendes exceptionnelle. Donc là, je parle au conditionnel, il faut que l'administration fiscale précise sa position et voir du coup, au-delà de la précision, est-ce que ça a vraiment un effet positif sur le calcul de la contribution, ce qui n'est pas forcément certain en fonction des hypothèses. D'accord, je vous remercie. Au sujet du LMNP, si je suis au régime micro, est-ce que je dois également réintégrer les amortissements? Et si oui, sous quelle modalité? Alors c'est une très bonne question. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas de position, le texte est muet sur le sujet, parce qu'effectivement, on parle du retraitement du prix d'acquisition, mais on part sur un système d'amortissement réel, donc on raisonne plus en régime réel d'imposition. Aujourd'hui, quand je suis assujetti au micro, j'en parlais tout à l'heure avec les différents dispositifs, j'ai un abattement qui s'applique sur mes recettes. Et cet abattement forfaitaire est censé inclure une partie d'amortissement. Donc est-ce que le dispositif va être précisé pour faire en sorte que même dans une plus-value quand je suis en régime régime de micro, est-ce que j'aurais besoin de retraiter cette plus-value d'un montant forfaitaire d'amortissement? Ça paraît probable, mais ce n'est pas certain. D'ailleurs, il y a d'autres questions sur le loueur en meublé non professionnel. Quand je calcule ma plus-value, j'ai une majoration de 7,5%, voire de 15% également pour des travaux, en application du régime de plus-value immobilière des particuliers. Est-ce que j'applique ce barème-là, ce taux, sur un montant net des amortissements calculés ou pas? Ça, c'est une question également. Enfin, il y a pas mal de questions. Les modalités déclaratives aujourd'hui également, comment je déclare ma plus-value, ça, c'est un point important. Il y a d'autres questions qui sont posées. On n'avait pas parlé de l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux, 0,5 pour le moment, et des modalités de sa mise en place. Donc effectivement, il y a une velléité. Alors j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très très particulier. Les droits de mutation à titre onéreux, enfin le texte de loi prévoit actuellement une augmentation temporaire de certains des droits, ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire. Alors ça n'inclut pas que les frais de notaire, ce sont vraiment les droits d'enregistrement portant sur certaines acquisitions. Aujourd'hui, j'ai un taux maximum de 5,80% et sous certaines conditions, je peux effectivement augmenter ce taux-là et renchérir du coup le coût. Alors il me semble que cette mesure ne s'applique pas par exemple aux primo-accédants qui achètent donc leur résidence principale, mais effectivement il y a une volonté de durcir la fiscalité sur certaines transactions immobilières. On a parlé du loueur en meublé non professionnel, donc là c'est plus côté cédant, impôt sur la plus-value, mais également droit d'enregistrement pour les acquéreurs. Ça nécessite, alors là on a peu de recul pour le moment, bien évidemment, tout ça doit être précisé dans les prochains mois dans le cadre d'un BOFIP à paraître. Très bien, je vous remercie. Je ne pense pas que nous ayons d'autres questions complémentaires. Nous espérons que ce webinaire a contribué à vous éclairer sur cette loi des finances 2025
Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain événement Club des experts en partenariat avec le barreau de Bordeaux.